Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de Océan de Coach. Ici Mélanie Ainaro Caveri, coach professionnel, et nous nous retrouvons aussi aujourd'hui dans un bric-à-brac d'idées sur la chaîne d'Océan de Coach, la chaîne 100% coaching. Alors, quel est le sujet de ce bric-à-brac d'idées? Donc, c'est je n'ai pas de bouche et il faut que je crie. Alors bien sûr, vous pouvez à tout moment monter sur le live en cliquant sur le lien en commentaire et en tapant le numéro, enfin le code d'accès qui est 1 2 3 4. Donc peut-être pour commencer, pour introduire, je vais peut-être vous parler de pourquoi un tel sujet: «Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie». Eh bien, c'est un sujet, c'est parce que récemment j'ai découvert donc un livre, et c'est le nom d'un ouvrage qui s'appelle comme ça, donc «Je n'ai pas de bouche et il faut que j'écris». Donc c'est vraiment un titre qui m'a interpellée parce que je trouve qu'il y a quelque chose de fort derrière ça. Et pour l'anecdote, le livre en question, il est très court. C'est un livre qui dure 12 pages dans la version française et 14 pages en anglais. Et l'auteur ici, qu'est-ce qu'il a fait? L'auteur, il a écrit ce livre en une nuit et il l'a publié le lendemain. Et donc, dans ces conditions-là, on voit bien qu'il y a pas beaucoup de remaniement finalement. C'est quelque chose de presque spontané où, il y a pas de beaucoup de brouillon. Et d'ailleurs, c'est un livre qui a été récompensé avec, le prix Hugo pour les courtes nouvelles. Donc, je trouve qu'il y a ce côté inspirant aussi qui est étonnant aussi, le fait de dire, voilà, c'est un livre déjà très court, mais qui en plus a été, écrit dans des conditions particulières comme celle-ci. Et le titre, qu'il a choisi, donc c'est pas un titre qui vient de lui. Tout comme moi là, je l'utilise là comme sujet de ce bric-à-brac d'idées. C'est un titre qui venait un illustrateur qui avait fait un dessin justement, et c'était ça le titre, c'était «Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie», et ça l'a marqué, et donc il a pris ce titre-là pour son œuvre à lui. Et d'ailleurs, je précise le nom de l'auteur qui est Harlan Ellison. Non, en anglais, c'est «I have no mouth and I must scream». Alors, je n'ai pas de bouche et il faut que je crie. Pour vous, quand vous entendez ça, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors dans le livre, c'est pour évoquer une forme d'impuissance, mais aussi une envie de se révolter. Parce que, alors si vous avez lu le livre, c'est vraiment, alors ça se passe dans un contexte c'est de la science-fiction. Et peut-être pour vous en dire plus, c'est un ordinateur qui a pris le pouvoir sur le monde, et qui d'ailleurs a développé une conscience humaine, et avec, bah, les émotions qui vont avec, et donc qui voue une haine pour, l'humain. Et là-dedans, on ne sait pas pourquoi, mais il a choisi donc, 4 êtres humains dans lesquels il va pouvoir empêcher la mort, de ces êtres humains-là, et pour pouvoir les torturer, continuellement. Il me semble que dans le livre, il y a déjà une centaine d'années qui s'est passé, et donc ce sont des personnes qui sont épuisées de ces tortures-là, et
qui veulent s'échapper, c'est-à-dire, dans la souffrance. D'ailleurs, il y a des sujets d'actualité aussi, il y a l'euthanasie, enfin, le donc dans la souffrance, eux, ben, l'échappatoire, donc qu'ils souhaitent avoir, et bah, c'est de pouvoir mourir. Chose qu'on leur enlève. On leur enlève, j'allais dire, beh, cette humanité. Un humain, il est mortel et ben, on leur enlève cette, possibilité de enfin cette possibilité. On leur enlève en fait, malgré la souffrance, ce fait d'avoir droit à une forme de délivrance quelque part. Et donc là-dedans, il y a vraiment quelque chose de particulier. C'est vraiment dans un contexte de science-fiction. Voilà, c'est un ordinateur qui a développé des émotions humaines et alors je spoilerai peut-être pas à la fin, mais c'est vraiment à la fin où on comprend le pourquoi du titre. «Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie» et quelque part, alors non seulement ce sont, des mots qui peuvent être attribués aux victimes et notamment au narrateur, qui va jouer un certain rôle, un rôle vraiment important dans c'est-à-dire il va contrecarrer les projets, de cet ordinateur-là qui s'appelle Ham. Il va contrecarrer ça et ce qui va valoir donc, un sort, terrible. Un sort terrible qui fait qu'on va encore plus comprendre au-delà de la torture, de la souffrance, on va encore plus comprendre, même organiquement, ce que signifie: «Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie». Il faut que je crie, pardon, il faut que je crie et Et je disais que ça, déjà, on peut comprendre dans ce sens-là, mais on peut avoir également une double lecture qui est l'ordinateur lui-même, âme, le bourreau, qui est aussi, bah, victime finalement des émotions, qu'il a et qu'il gère d'une façon désastreuse comme ça, en faisant des projets, de torture, d'extermination du monde finalement. Donc ça peut être une phrase qui le concerne lui aussi. En tant qu'ordinateur, il n'a pas de bouche et il faut qu'il crie et sa façon de crier, c'est de peut-être de mettre des projets, de ce genre-là, Alors maintenant si on sort de ce contexte du livre, «Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie», si on sort de ce contexte-là, c'est-à-dire moi quand j'ai vu ce titre-là, «Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie», eh bien, derrière ça, oui, il y a une déclaration d'impuissance, mais en même temps, il y a aussi cette, proclamation-là aussi, de dire: «Je n'ai pas de bouche», c'est-à-dire de de dire une incapacité, de crier une enfin et de dire une incapacité et de dire: «Il faut que je crie, je dois crier». C'est une nécessité, c'est un impératif. Un impératif, c'est l'humain malgré son incapacité, souhaite trouver le chemin qui lui permettra une forme d'expression, une délivrance en soi quelque part. Que je n'ai pas de bouche et il faut que je crie. Crier, ça permet, bah, déjà de délivrer des sons, mais c'est un fantastique catharsis aussi. Quand on va sur les manèges à sensations, si on a envie de crier et qu'on ne crie pas et qu'on reste crispé comme ça, imaginons qu'on n'a pas de bouche, qu'on reste crispé comme ça et celui qui de l'autre côté va faire le même manège et qui va pouvoir crier à plein poumon, quand ils auront passé leur tour de manège, une fois terminé, eh bien ce ne sera pas la même expérience. Il y en a un, il va vraiment
il aura vécu toutes des choses pas agréables. Ça aurait été une expérience pas agréable dans laquelle, la peur aurait été multipliée, peut-être aurait été plus intense et dans lesquelles il y aurait des contractions, il y aurait toutes sortes de choses finalement. Alors que celui qui a crié pendant le manège, eh bien, il y aura peut-être moins de peur, c'est une façon de gérer aussi. Moins de peur, peut-être plus de fun aussi, quelque part. Ça dépend, parce qu'il y a plusieurs sortes de cris. Il y a des cris d'effroi et des cris, où, quelque part ça fait un peu peur, mais on est content d'être là, c'est fun et le fait de crier, ça permet de dégager peut-être les voies respiratoires, de gagner, quelque part, en tout cas, de gagner en liberté. Donc quelque part, c'est parler d'une incapacité et derrière, il y a une envie, il y a une envie de sortir, de la situation contraignante, de trouver une liberté, de trouver un une libération, un apaisement, de trouver un échappatoire à ce qui est dur à vivre. Et parfois, c'est: «Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie». C'est aussi, dénoncer aussi. Là, par exemple, dans le cas du livre, eh bien, on a ici un bourreau, eh bien, c'est de dénoncer ces actes, inhumains. Bah, déjà, c'est fait par un un ordinateur, oui, c'est inhumain. Des des Mais sinon, quand on sort, de ce monde-là, c'est ça le fait de crier, c'est s'offrir la possibilité de gagner de l'aide, de trouver de l'aide, de signaler sa détresse pour qu'un autre puisse venir, en tout cas puisse, pour que en fait, pour que la société fa elle, finalement elle elle assiste l'individu parce que finalement un humain, voilà: «Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie». Imaginons quelqu'un qui est en incapacité, peut-être technique de parler, eh bien, il garde aussi ce côté en tant que sujet aussi. C'est-à-dire où il fait partie toujours de la société et où il peut aussi potentiellement apporter à la société, mais la société aussi peut lui apporter. Le fait de crier, déjà, c'est un acte individuellement, corporellement, même psychiquement qui va être vraiment libérateur, mais qui également, d'un point de vue sociétal, va jouer un rôle. Heu, si on n'est pas au courant, heu, des mauvais traitements d'une personne, on ne pourra pas agir. Quelque part, c'est aussi de l'idée finalement de dire que il y a cette nécessité de se plaindre quelque part, de plaindre pour que cette plainte puisse être traitée, puisse être prise en compte, sur un plan, sociétal par la suite. Alors dans le livre, c'est un peu mort parce qu'on n'a que 4 personnes qui restent et que les autres sont un peu, là, il y a que 4 personnes, donc mais en dehors du livre, ben, on a toute une société. La société, alors il y a plusieurs, acteurs, il y a plusieurs individus, des rencontres que l'on peut faire, des individus de manière que l'on peut rencontrer de manière isolée, mais également aussi des associations. Il y a également, bah, les autorités aussi, les forces de l'ordre et il y a toute une possibilité, toute forme de possibilité et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai eu un lapsus où j'ai dit: «Il faut que je crée».
Je n'ai pas de bouche et il faut que je crée. Parce qu'effectivement, si il y a un empêchement quelque part, alors peut-être il peut y avoir une voie où la personne, elle peut créer quelque chose qui va exprimer ce qu'elle n'arrive pas à exprimer par voie orale, par voie, traditionnelle, j'ai envie de dire et qui elle peut faire ça. Alors ça peut être la danse, ça peut être, mais là il y a un exemple aussi qui me vient et c'est, alors comment ça s'appelle? C'est ce que le facteur cheval, le palais du facteur cheval et ce qu'il a fait, je trouve ça vraiment incroyable parce que c'est un homme finalement, qui était facteur, qui vivait dans des conditions très modestes, mais parce que dans son travail, il était au contact de bon nombre de cartes postales. C'est un homme qui a voyagé au travers des cartes postales. C'est-à-dire, il n'a pas voyagé lui-même, bon, en dehors, de son travail. Je veux dire, oui, avec les tournées, oui, on peut dire qu'il a voyagé quelque part mais voyager, je veux dire au sens, bah, de quitter déjà le pays, d'aller voir, des pays différents, c'est quelque chose qu'il n'a pas fait. Mais c'est un homme qui a nourri son imagination. C'est-à-dire lui donc il avait ses contraintes à lui, ses conditions de vie à lui, où, bah, c'était pas un globe-trotteur, même si voilà, même si, bah, il était facteur et ce qu'il a fait, c'est quand même incroyable, c'est avec ce qu'il avait, avec les images qu'il avait, il a créé quelque chose qui aujourd'hui existe encore alors que lui n'est plus et où, ben, nous, on a le la possibilité d'aller visiter, son œuvre quelque part. C'est aussi, il y a quelque chose, une dimension anthropologique aussi, heu, c'est de laisser une trace. Alors là, c'est dans le créer, dans le cri, à part s'il y a un enregistrement, en général, le cri est plutôt quelque chose d'instantané qui va ensuite, disparaître et créer, c'est quelque chose qui va permettre d'avoir une trace durable de quelque chose, de son existence et puis de ce qui finalement, si ça perdure, de ce qui va être transmis à d'autres générations que lui n'a pas pu connaître finalement et par exemple, bah, d'autres facteurs qui n'ont pas connu les mêmes conditions que lui et bien, vont pouvoir voir aussi l'œuvre de cette personne-là. Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie. On peut aussi s'intéresser à, la situation dans laquelle ce n'est pas un empêchement mécanique. Ça peut être aussi une limitation contextuelle à un moment. Ça peut être une personne qui a en temps normal toutes ses capacités à parler, à dire son avis de manière, assez forte, de manière assertive ou voilà, comme on veut, hein, mais qui en tout cas qui arrive à exprimer ses idées, qui arrive à dire les choses et à dire quand ça ne va pas, à poser ses limites. Mais voilà, cet empêchement-là, peut être également contextuel. Ça peut être l'idée où la personne, heu, traverse une situation, soit inédite parce qu'elle n'a jamais connu une telle expérience, soit aussi parce que, eh bien, elle est déjà sollicitée par, toutes sortes de choses et finalement, bah, elle est dépassée. Heu, là, j'ai l'idée de l'AVC aussi qui me vient à l'esprit où à un moment donné, la personne n'arrive plus à parler, clairement. C'est un si il est là quand on voit quelqu'un qui 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 a des difficultés comme ça peut être aussi un signe, d'AVC qui permet, si l'autre personne a l'information, bah, qui permet
d'alerter les secours, d'alerter, les ambulanciers, enfin le voilà, d'alerter les secours pour qu'il y ait une intervention au plus vite et pour qu'il y ait moins de risques que la personne développe des séquelles, après cet AVC-là et surtout qu'elle puisse, être sauvée, qu'elle puisse être prise en charge à temps. Donc il y a ça, il y a cette idée aussi, d'AVC, mais des fois, il y a également cet entre-deux là, où sans faire un AVC, sans être, finalement, alors que la personne va avoir cet organe libre qui permet de parler, elle va être dans une incapacité, de dire, ce qu'elle voit, soit des fois par confusion ou bien, parce que vraiment, elle est complètement dépassée. C'est une situation qu'elle n'imaginait pas et et elle ne peut pas parler à ce moment-là. Ça, ce sont des situations qui peuvent être terrassantes à vivre parce que quand on se dit qu'on est normalement capable de faire quelque chose et que par la suite, on regarde qu'est-ce qui s'est produit là, il peut y avoir, toutes sortes d'émotions, de honte, de culpabilité, mais aussi une forte impuissance et qui si elle n'est pas traitée finalement, peut venir éroder, l'image qu'on a de soi et l'image aussi de nos capacités à réagir sur, quand nos intérêts sont mis en péril, par exemple. Ça peut être des fois des situations aussi tout à fait anodines. Ça peut être une personne qui 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 arrive, dans une nouvelle entreprise, dans une nouvelle, une organisation et qui là découvre, une autre façon de faire, mais qui derrière cette autre façon de faire, se heurte à l'incompréhension c'est-à-dire et qu'il y a des choses qui peuvent, la choquer si bien que justement ça la met en situation de ne pas pouvoir parler, de ne pas pouvoir, crier aussi, dire stop ou, ce genre de c'est le fait aussi de vivre des choses où on se dit: «Mais c'est que dans les films, c'est que dans les science-fiction qu'on voit ça. Ça peut pas m'arriver à moi». Et d'ailleurs dans ces situations-là c'est-à-dire on n'est pas tout le temps en situation de contrôle. En fait, c'est ça que ça veut dire aussi. On n'est pas toujours en situation de c'est pleine capacité et il peut arriver que des fois on n'est pas dans ces situations de contrôle et là, l'entourage aussi, l'aide ou la non-aide ou je ne sais quoi, de l'entourage va parler aussi. C'est ça qui va faire, la différence. La différence, de comment une personne comment elle va remonter, comment elle va pouvoir, rebondir face à ça et alors il y a j'ai souvent entendu parler de le protocole 6C qui est un protocole qui permet quand une personne a vécu, l'horreur, hein, qu'elle a vécu l'horreur ou bien même quand à un moment donné, ici ça débranche et bien c'est de stimuler, de solliciter la personne sur des petites questions simples et c'est des petites actions très simples qui vont permettre de réactiver finalement, le cortex, de réactiver en tout cas la zone qui permet de revenir à soi et de ne pas rester dans un état où elle a plus ces capacités-là et qui
et d'ailleurs, je crois qu'il y a une fenêtre de tir. Je me souviens plus, du temps, mais il y a une fenêtre de tir justement qui permet en fait finalement de prévenir les risques de PTSD quelque part, et voilà, je disais que ça le f les personnes qui vont entourer, qui seront à côté, ça va aussi beaucoup jouer aussi sur le sort de la personne parce que, heu, des fois on veut bien faire et il y a certaines questions, comme demander comment tu te sens à certains moments, ça peut être encore plus terrifiant, ça peut aggraver des choses, voilà, ça peut aggraver, et donc c'est pour ça qu'il y a des moments, il n'est pas question, en tout cas pas tout de suite, après, ultérieurement, après, c'est intéressant de voir ensuite, d'explorer ça. Mais, dans cette une personne qui est dans un état un peu, voilà, qui de lui demander comment tu te sens à ce moment-là, eh bien, c'est pas forcément aidant. Ce qui peut être mieux finalement quelque part, ça va être des petites actions en dehors. C'est par exemple, alors déjà, la personne quand elle va interagir avec l'autre pour l'aider, déjà elle va se présenter et dire à la personne: «Voilà ce qui s'est passé». C'est-à-dire pour permettre à la personne de se resituer. Nous s Par exemple, ben, nous sommes là dans un parking, vous avez vécu ça et là, vous êtes, machin, et c'est voilà de resituer, de permettre de resituer la personne plutôt que de lui demander comment ça va, et ensuite de lui demander est-ce qu'elle peut appeler telle personne ou telle personne? Voilà, de lui mettre déjà, de ramener la personne dans le présent pour, pour qu'elle puisse sortir justement de cet, état émotionnel très envahissant finalement, et qu'elle puisse, reprendre du pouvoir d'agir. Et demander voilà, est-ce qu'elle préfère appeler telle personne ou telle personne? Eh bien là déjà, ça c'est le chemin où on la remet en action. Donc il y a le moment où la personne elle se réapproprie ça, et ensuite c'est de lui demander est-ce qu'elle peut réaliser telle ou telle action? Donc je n'ai pas de bouche et il faut que je crie. Et ben, si je ne peux pas crier, j'ai intérêt à ce qu'il y ait autour de moi aussi quelqu'un qui pourra venir en aide. Et bah, qu'est-ce qui se passe dans le cas où ça ne se passe pas? Parce qu'effectivement, des fois, ça existe aussi. Ça existe, et donc là se pose la question de comment l'individu va se réapproprier après avoir vécu, cet enfer qui possiblement aura développé d'autres peurs, d'autres, voilà, on a parlé de PTSD tout à l'heure, qui risque, d'impacter sa vie future, donc alors là, ben, on est face à il y a des complications effectivement. C'est encore, de nouvelles contraintes, qui arrivent. Ce sont de nouvelles contraintes qui arrivent, mais il y aura toujours quelque chose aussi à faire. Où la personne va pouvoir être mobilisée, encore une fois, dans dans de nouveaux projets, de nouvelles, petites actions, et ouais, et par exemple, on peut étendre un peu le sujet pour avoir une idée de comment une personne rebondit aussi. Une personne, par exemple, qui a vécu, un certain accident, eh bien, elle peut être en incapacité, par exemple, là on parlait de parler, mais elle peut être, par exemple, en incapacité de marcher.
et donc, bah, cette personne-là, donc ça peut être une incapacité temporaire dans laquelle elle va pouvoir, heu, vivre une rééducation avec le kiné, avec tous les professionnels, voilà, qui aident là-dedans. Et alors là-dedans, il y a quelque chose à la fois de terrible parce que c'est quelque part, c'est réapprendre quelque chose qu'ils savaient faire. Et donc il y a peut-être une souffrance, mais il y a aussi ce genre de choses, c'est aussi, bah, rappeler, c'est enfin rappeler, mais en tout cas, c'est de reconnaître que dans notre condition d'humain, il y a beaucoup de risques qui pèsent sur nous et que effectivement on n'est pas à l'abri de réapprendre certaines choses, de 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 repartir de zéro sur des choses dont on n'a pas la maîtrise, dont on n'a pas, voulu, dont on n'a pas voulu et qui pourtant va nous remettre en situation où, alors que je savais faire ça, eh bien, je vais devoir réapprendre. Et donc oui, ben, il y a des impacts, il y a des impacts sur l'évolution, mais en même temps, elle n'empêche pas l'évolution. C'est ça aussi qui est fort, c'est ça n'empêche pas c'est-à-dire que l'évolution, elle va être peut-être différente. Elle va être différente, mais c'est qu'on peut imaginer toutes sortes, j'allais dire, de chemins, finalement, toutes sortes de choses pour, arriver arriver à quelque chose. Même si ce sera peut-être pas, comme on voudrait. Par exemple, la personne qui, par voie orale, ne pourra plus s'exprimer, je n'ai pas de bouche, il faut que je crie, eh bien, elle pourra faire quelque chose d'autre, peut-être de ses mains, peut-être, ou d'un autre endroit. Donc je vais terminer ce live ici sur ce: «Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie». Je vous remercie d'avoir regardé, d'avoir écouté cette, vidéo et puis je vous dis à très bientôt.